Bonjour, je suis Jérôme Bady et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du métavers ou métaverse. Vous en avez peut-être entendu parler pour la première fois le 28 octobre dernier alors que Mark Zuckerberg annonçait le nouveau nom de son groupe, Meta, comme métaverse. Tiens. Autant le dire tout de suite, je ne suis pas un expert du métaverse. Je vais donc essayer de poser toutes les questions pour bien comprendre de quoi on parle. Est-ce tout simplement la création d'un monde virtuel parallèle à nos vies ? Mais ça existe déjà, ça, non ? Est-ce un simple relais de croissance pour Facebook, Meta et tous les autres acteurs du marché déjà très implantés ? Est-ce un énième futur flop ? Pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, il me fallait un expert, et j'accueille aujourd'hui Sébastien Robin. Consultant en stratégie opérationnelle. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Peux-tu nous dire quelques mots pour nous raconter en quoi ça consiste ce métier de consultant en stratégie opérationnelle et notamment sur le métaverse ? Ce métier aujourd'hui il consiste à accompagner des sociétés, des clients, des prospects qui veulent développer leur présence sur ce qu'on appelle donc le métaverse en anglais ou le métavers en français, ou des sociétés qui souhaiteraient prendre le pli et développer des collections de NFT, développer des jeux sur lesquels on intégrerait la notion de play to earn, et donc de les accompagner dans le conseil stratégique, mais aussi dans le conseil opérationnel, de sélection des technologies, sélection des partenaires avec lesquels ils peuvent s'engager. Et donc aujourd'hui, je travaille avec Inblox, une société française qui apporte à ses clients des outils qui sont très en avance de phase sur ces sujets-là, des outils dans lesquels on intègre d'ores et déjà une blockchain peu énergivore, qui est une blockchain propriétaire à Inblox, une NFT management platform qui est déjà en application sur le metaverse cryptopolitics.com, qui a été lancé en partenariat avec le Gorafi. On fait de la tokenisation également, donc de la création de monnaie virtuelle pour certains clients et le financement surtout de leurs projets, et la création de métaverses, que ce soit en 2D, un petit peu comme les jeux à l'ancienne, les jeux sur les plateformes très plats, un peu de manière japonisante, ou en 3D, 3D avec des outils comme Unity. Donc c'est cet ensemble de demandes que recouvre le métier de consultant en stratégie opérationnelle. Ok, donc là tu as donné tout un tas de mots qui sont pas si simples à comprendre. Et donc on va reprendre un petit peu depuis le début. Donc si j'ai bien compris, métavers en réalité c'est metaverse. C'est quoi la différence? On dit métavers, métaverse? À titre personnel, je dis métaverse, sans mettre l'accent, mais et le côté métavers, non, je n'utilise pas trop, mais en tout cas, j'utilise le mot métaverse, et si je devais en faire une définition, je dirais d'abord c'est une contraction de deux mots, donc il y a d'un côté le mot méta qui vient du grec, et d'autre côté le mot verse qui est la contraction de universe en anglais ou univers en français. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est plus le côté méta, et de comprendre réellement ce que signifie ce que signifie le mot méta. Et la définition toute simple en langue française, c'est qui appartient à un niveau supérieur ou qui définit quelque chose de haut ou de grand. Donc là, en l'occurrence, on parle de un univers ou de plusieurs univers d'ailleurs qui engloberaient d'autres univers. Et quand on parle d'univers, on parle plutôt de monde virtuel qui soit en réalité virtuelle ou en 2D/3D. Ok. Finalement, d'où ça vient en fait? Depuis quand on parle de ce terme? Il n'est pas apparu soudainement quand le monsieur Zuckerberg a décidé de nous en parler. Ça, c'est pour le grand public, mais en fait, si ça existe depuis un certain temps, on parle de métaverse depuis finalement un certain temps, et notamment, je crois, dans les jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand on parle de ça et d'où ça vient? Alors, concrètement, en effet, le mot métaverse, on peut dire qu'il a été remis au goût du jour au mois d'octobre l'an dernier, lorsque Facebook a décidé de se rebrander en Meta. Donc, pour l'ensemble des personnes que nous sommes, professionnels et personnes de la société civile, ça a été remis au goût du jour à ce moment-là. Donc, c'est un petit coup de jeune. Pour autant, c'est une réalité qui a déjà plus de 60 ans.
En fait, c'est un concept qui a été décrit d'abord dans un roman qui s'appelle Simulacron 3, qui était paru aux États-Unis en 1964, un peu plus tard en 1968, qui ensuite a été mis à l'écran en 1973 dans un film qui s'appelle Le Monde sur le fil. Et puis surtout, c'est un concept qui a été repris dans un livre qui s'appelle Le Samouraï virtuel, qui est paru en 1992, donc écrit par une personne qui s'appelle Neil Stephenson. Et c'est lui, Neil Stephenson, qui a inventé le terme de métavers. Donc, concrètement, pour l'ensemble des gens, ça paraît un petit peu abstrait, mais pour des personnes qui auraient appris le grec, des personnes qui seraient un peu scientifiques, des fans de cinéma ou de science-fiction, il faut voir que c'est un terme qui n'est pas totalement neuf et qui fait donc référence à un univers des univers, un univers qui serait au-dessus d'autres univers, qui englobe, qui recouvre plusieurs réalités. Que ce soit la véritable vie physique, mais aussi la vie simulée, qu'elle soit virtuelle, donc quand je dis virtuelle, c'est-à-dire dans un environnement de réalité virtuelle, ou qu'elle soit augmentée. Et d'ailleurs, je vais te faire une petite anecdote, Jérôme. Pour te dire à quel point les fans de science-fiction sont déjà dans cet univers-là. Si tu vas sur Wikipédia et que tu regardes la page descriptive du héros Thor, héros des films, tu as en fait, si tu cherches son adresse, tu vas avoir deux adresses. Ils vont te dire qu'il habite actuellement à Asgardia, qui est dans la banlieue de Broxton en Oklahoma aux États-Unis, mais qu'il habitait auparavant à Asgard. Asgard, qui est donc le lieu, l'univers dans lequel il habitait dans l'espace, etc. Mais ils te mettent surtout la précision comme quoi c'est le même emplacement qu'Asgard et Asgardia ont le même emplacement autrefois dans sa propre dimension. Donc voilà, donc on est déjà finalement, pour les fans de science-fiction, ils font une petite référence au fait qu'il y avait déjà un monde supérieur dans ce film-là. Voilà. Ok. Alors moi, quand j'ai écouté notamment Zuckerberg et quand on commence à se documenter un petit peu, on essaie de s'interroger de finalement qu'est-ce que c'est que d'être un métaversien, je fais exprès de le dire comme ça, enfin quand on va peupler le métavers, ça ressemble à quoi? Alors moi j'ai entendu, il y a cette histoire d'Oculus, hein, qui est donc un casque de réalité virtuelle qui a été racheté par Facebook il y a quelques années. On a parlé de sensors au bout des doigts. On a parlé, pourquoi pas, on pourrait imaginer des ceintures pectorales, etc., pour vivre vraiment ce qui nous arrive dans le monde virtuel, dans le métaverse. Bon, finalement, est-ce que c'est ça, ce mode de vie-là? Et puis alors moi, ça m'intéresse beaucoup. Quand est-ce que ça commence du coup? En fait, c'est assez marrant parce que si tu me poses cette question, j'ai presque envie de te répondre que je suis un peu étonné. Parce que dans la réalité, il y a déjà ce que tu appellerais des métaversiens. Euh, et je vais te dire que ça a déjà commencé, puisque je vais te donner quelques chiffres. Quand on parle aujourd'hui de métaverse, il y a certaines marques et certaines plateformes dont les noms reviennent de manière un peu plus fréquente que d'autres. Tu as une plateforme qui est issue des Philippines qui s'appelle une plateforme, un jeu, tu fais comme tu veux, qui s'appelle Axie Infinity. Axie Infinity aujourd'hui, c'est 8,3 millions d'utilisateurs et 3 millions d'utilisateurs actifs. Un chiffre qui a triplé depuis un an. Si tu considères une plateforme française qui s'appelle The Sandbox, c'est 500 000 utilisateurs et par ailleurs une nouvelle saison alpha qui débutera cette semaine le 3 mars. Donc j'invite tous les gens qui veulent un peu se faire une idée de ce qu'est un métaverse à aller s'inscrire avant jeudi. Et c'est gratuit et pouvoir à ce moment-là expérimenter un petit peu cette plateforme-là. Decentraland, qui est un troisième, c'est 300 000 utilisateurs en janvier 2022. Je parle d'utilisateurs actifs, hein, pas de gens qui se sont inscrits et qui n'y font rien. Je parle d'utilisateurs actifs. Et Meta a annoncé il y a moins de 10 jours qu'ils avaient également 300 000 utilisateurs actifs sur leur plateforme Horizon World, etc. Et enfin, je vais te donner un tout dernier exemple. Certaines personnes vont considérer qu'un jeu ou une plateforme qui s'appelle Roblox, qui vient des États-Unis, certains vont dire que c'est un métaverse. Eh bien, Roblox, on parle quand même de 47 millions d'utilisateurs actifs au mois de décembre 2021. Donc tu vois, quelque part, c'est déjà existant. On n'est pas sur des milliards d'utilisateurs comme Facebook/Meta
peut avoir à l'heure actuelle. On n'est pas sur des milliards d'utilisateurs comme il peut y avoir sur YouTube, etc. Mais on est dans la mesure où on est quand même qu'au début, on a quand même une base d'utilisateurs déjà grandissante. Là, je n'ai nommé que quelques plateformes, il y en a bien d'autres. Donc, dans les faits, on va dire que la vie d'un métaversien, elle peut prendre plusieurs formes. Et là, c'est important de faire la différence puisque tu as 4 types d'univers qui peuvent exister. On va dire 3 types. Tu as d'abord l'univers de la réalité virtuelle. Donc, c'est réalité virtuelle, ça veut dire avoir un masque sur les yeux. C'est dans cet univers-là que Meta développe Horizon. Mais d'un côté, ça nécessite d'avoir un casque de réalité virtuelle. Donc, comme tu le disais, en l'occurrence, peut-être le casque Quest 2, précédemment Oculus Quest 2, maintenant il s'appelle Quest 2. Ça peut être Oculus Rift, mais ça peut être aussi les casques de PlayStation, etc., etc. Donc, quelque part, c'est un univers virtuel. Mais bon, c'est vrai que ces casques sont pas très discrets, donc c'est un petit peu un frein au développement de ces univers-là. Tu as un deuxième univers possible, c'est l'univers de la réalité augmentée, qui là aussi suppose quand même d'avoir des lunettes de réalité augmentée qui sont beaucoup moins encombrantes. Et il y a énormément de projets, entre autres Apple travaille et annonce, enfin du moins certaines rumeurs disent que d'ici la fin d'année, il pourrait y avoir des superbes lunettes de réalité augmentée lancées par Apple. Et puis, tu as le troisième, les mondes virtuels sur PC, sur Mac, sur console. Et en fait, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de projets. En fait, Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, Roblox, tout ça. En fait, ce sont des jeux sur lesquels tu accèdes via une connexion Internet, via ton téléphone mobile. Tu n'as pas besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Voilà. Donc, tu vois, cette réalité des métaversiens, elle est déjà là. Elle ne nécessite pas obligatoirement d'avoir un casque. Le fait d'avoir un casque peut te permettre d'aller voir certaines expériences en réalité virtuelle qui, à titre personnel, je trouve un peu limitées. C'est intéressant, c'est sympatoche, c'est vraiment très sympathique d'aller... mais bon, on n'y passera pas des heures. Du moins, à l'heure actuelle, les expériences qui sont proposées ne nous entraînent pas vers des heures et des heures de navigation dans une réalité virtuelle avec un casque sur les yeux. En revanche, tout ce qu'on trouve sur des jeux comme Decentraland, des Sandbox, te permettent, un petit peu comme tu avais à l'époque de Second Life, voire même pour les plus anciens à l'époque du deuxième monde lancé par Canal+ au début des années 2000, de naviguer dans une plateforme en 2D ou en 3D, un peu à la Minecraft, pour ceux qui connaissent. Ok, donc on n'est pas tout de suite dans Ready Player One, quoi. Pour les grands fans, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient y être, mais on n'est pas encore tout de suite dans Ready Player One, en tout cas du moins d'un point de vue des expériences. Pour tous ceux qui ont un casque, ils peuvent s'y voir, mais d'un point de vue des expériences, on n'y est pas du tout. D'accord, donc depuis que Zuckerberg toujours a annoncé la création de Meta, il a annoncé également le recrutement de plus de, je crois que c'est 10 000 personnes, il a annoncé 10 000 personnes en Europe pour bosser sur ces développements. Et donc on se dit que ça va prendre une ampleur absolument folle, puisque tu parles déjà de tout ce qui préexiste sans même qu'un acteur comme Facebook Meta s'y mette, si je puis dire. Comment toi tu comprends la stratégie d'un acteur comme Meta, qui effectivement est riche de ses 3 milliards d'utilisateurs, mais qui peut-être aurait besoin d'un bon relais de croissance. Comment tu vois ça, toi? Moi, dans un premier lieu, quand j'ai vu ce rebranding, j'ai presque pu penser que en fait c'était un changement de nom qui avait été opéré dans l'urgence au moment où il y avait quand même, il faut le noter, une pression de plus en plus forte et des sanctions qui tombaient sur Facebook, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais dans les faits, moi je pense que la volonté de Mark Zuckerberg de rebrander son groupe en Meta, en fait, elle suit une stratégie qu'il a affichée déjà depuis de nombreuses années. Et cette stratégie, en fait, elle a débuté par le rachat d'Oculus, qui produit des casques de réalité virtuelle, comme tu dis. Il faut quand même dire que dès 2019, en fait, Mark Zuckerberg avait annoncé que à partir du moment où il y aurait une dizaine de millions de casques en circulation, ça commencerait, les casques vendus, ce serait un seuil clé avant que l'écosystème n'explose. Et donc depuis, en 2020-2021, Facebook / Meta a beaucoup retravaillé, relancé son casque. Ils ont fait
Ils l'ont rebrandé, ils ont lancé le Quest 2 en septembre l'an dernier avec plus de mémoire disponible, un prix à la baisse, ce qui fait que en fait, euh, d'ailleurs, il faut quand même noter que à Noël, ça a été un vrai carton aux États-Unis, que l'application Oculus, elle a été en tête des App Store à la période de Noël. Donc, c'est la preuve qu'il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de gens qui ont voulu tester, etc. Et donc, il faut quand même noter que de ce point de vue-là, euh, Reality Labs, qui est la filiale de Meta qui s'occupe de l'ensemble de l'activité réalité virtuelle, a multiplié son chiffre d'affaires par deux. Il est passé de 1,1 milliard de dollars en 2020 à 2,2 en 2021, dont 877 millions juste au dernier trimestre. Donc, tu vois, une hausse de 22%. Donc, c'est vraiment une stratégie qui a été menée et pensée depuis un moment. Peut-être le nom est sorti un peu vite, justement pour faire un contre-feu, mais je pense que quoi qu'il arrive, il serait sorti à un moment donné ou à un autre. Après, qu'est-ce que j'en pense il faut bien se dire, Facebook produit l'application et le réseau social Facebook, mais en même temps, il y a WhatsApp, il y a Instagram, donc le fait d'avoir une marque ombrelle, c'est aussi un peu logique d'un point de vue marketing. Ça permet de s'adresser à un groupe qui est plus large, tu vois, un peu comme Google l'avait fait il y a quelques années. Euh, qu'est-ce que C'est une stratégie qui vise à probablement renouveler la base d'utilisateurs, quand bien même ils ont évidemment l'ambition de convertir les 3 milliards d'utilisateurs du monde entier en métaversiens de Meta. Mais il faut quand même se dire que voilà, la population d'utilisateurs des groupes, des applis comme Facebook, Insta, etc., elle vieillit, quoi qu'on en dise. En revanche, sur tout ce qui est métaverse, univers à la sandbox Decentraland, Roblox, on parle de populations beaucoup plus jeunes. Roblox, c'est vrai qu'on parle majoritairement d'adolescents, même s'il n'y a pas que des adolescents, mais il y a beaucoup d'adolescents. Et donc, c'est en effet, ça peut faire partie de la stratégie aussi de rajeunissement du groupe. Après, concernant les 10 000 personnes qui souhaitent recruter en Europe, bon, j'ai un avis assez personnel sur ce sujet-là. Euh, je reste prudent. Je me dis que ça peut très bien être un coup de communication pour, encore une fois, amadouer l'Union européenne et ses commissaires. Mais ça peut aussi être une manière d'assécher le marché du travail en Europe et de compliquer la tâche des sociétés européennes. Donc ça, seul l'avenir pourra nous dire si réellement il y aura 10 000 embauches en Europe. Mais en tout cas, c'est un bon signe. Il faut savoir que je veux dire, Meta a investi plus de 10 milliards de dollars dans cette branche. Donc, ils y vont pas à tâtons. Ils y vont de manière franche et certaine. Comment tu vois évoluer en soi-même les réseaux sociaux? Parce qu'on parle vraiment du groupe, donc de Facebook slash Meta. Tu as cité les différents réseaux qui y sont associés. Effectivement, on peut imaginer que c'est une manière de renouveler par la jeunesse aussi les populations. Mais est-ce que ça va faire évoluer en soi-même la notion même de réseaux sociaux et de ces plateformes? Voilà, on a du mal à imaginer l'après, mais en fait l'après, c'est peut-être tout simplement d'envoyer tous ces gens, et enfin nous, quoi, là-dessus. Comment tu vois ça? Est-ce que d'après toi, il y a une stratégie effectivement de nouveau, entre guillemets, réseau social? Bah, je pense qu'on pourra réellement parler de nouveaux réseaux sociaux quand le volume d'utilisateurs se comptera en dizaines ou en centaines de millions d'utilisateurs. C'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être lui donner l'étiquette de réseau social. Pour autant, une fois que tu as réellement soit mis un casque de réalité virtuelle, soit fait ta propre expérience sur des sandbox, des Decentraland, etc., et que tu reviens sur un Facebook ou un Insta, euh, tu as soudainement le sentiment que c'est très statique, quoi. Que t'as soudainement l'impression que bah ok, j'ai posté quelque chose, j'attends de voir les gens qui font juste des likes ou qui écrivent un petit peu. Enfin bon, alors que quand tu es dans ces environnements de jeu, ça bouge en permanence, un petit peu comme quand finalement tu regardes, je sais pas si tu as des enfants, mais tu regardes des ados ou d'autres personnes qui jouent à des jeux vidéo, à du Fortnite, etc. Ça va de plus en plus vite, ça bouge en permanence, ça évolue tout le temps. Dans ces environnements métaverses quelque part,
tu es acteur, déjà et d'une, tu es acteur de tes déplacements, comme dans les jeux vidéo, et ça c'est propre à toutes les plateformes qui existent et que j'ai citées précédemment, et tu vas interagir avec les gens. Je te donne l'exemple je suis allé voir j'ai un casque de réalité virtuelle, j'ai voulu tester Horizon Venues, donc c'est la partie méta où tu as des événements. Il m'annonçait un concert des Foo Fighters. Donc la dernière fois, j'avais pas pu faire le concert de je sais plus qui. Je suis allé voir. Bon, tu rentres avec ton casque, tu es dans un hall, tu as un peu l'impression de rentrer dans un cinéma des années 60. Et puis, tu as différentes portes d'entrée. À gauche, tu vas à Foo Fighters. À droite, tu as une exposition, etc. Bon, ok, je suis allé voir les Foo Fighters. Et là, en fait, tu vois des espèces de petits personnages, en fait, qui n'ont pas de jambes d'ailleurs, qui s'amusent, qui se parlent entre eux. Et tu l'entends à la voix. Bah, moi, quand j'y étais, il y avait quand même principalement des ados, mais il y avait quelques adultes. C'était assez marrant parce que tu avais un adulte qui donnait un conseil à un ado sur comment utiliser ses manettes pour prendre des photos, enfin des trucs comme ça. En revanche, donc ça c'était assez fun. Il y avait vraiment de l'interaction, les gens étaient très sympas. En revanche, le concert en tant que tel, très honnêtement, j'avais l'impression de voir une vidéo YouTube des Foo Fighters. J'avais pas le sentiment d'être dans l'immersion d'un concert. Et pour reprendre ce que tu disais précédemment par rapport aux ceintures pectorales, les gants, les machins, les trucs, là on parle Meta en l'occurrence c'est en train, mais c'est pas le seul, ils sont en train de développer ce qu'on appelle des gants haptiques. Donc le gant haptique pour les gens qui ne seraient pas experts, c'est en gros des gants que tu rajoutes, à la limite que tu vas utiliser à la place de tes manettes, qui vont te permettre de faire des mouvements et de ressentir des choses. Donc là, à l'heure actuelle, il y a des gants haptiques qui existent. Ça coûte 6 000 euros la paire de gants. Donc c'est un petit peu cher. C'est tout nouveau. Zuckerberg en a parlé récemment. Il a dit qu'il n'était pas encore tout à fait satisfait de ce que ça donnait. Mais néanmoins, ça donne une tendance. On sait qu'on y va. On sait qu'à terme, on aura peut-être la possibilité de mettre des gants et de ressentir les choses. De faire une poignée de main. Aujourd'hui, quand tu fais une poignée de main dans le monde virtuel, tu ressens rien du tout. Alors bon, attention, il faut qu'il y ait des limites, bien évidemment. D'ailleurs, dans ce monde de réalité virtuelle de méta, ils viennent d'intégrer une nouvelle notion de pare-feu personnel que tu peux activer en permanence pour éviter que les personnes viennent te toucher. Voilà, c'est vers ça qu'on va. En revanche, dans les jeux type Sandbox Decentraland, on va pas vivre la même expérience, en tout cas pas à court terme, sauf si eux-mêmes se déploient dans des univers virtuels, ce qui pourrait être le cas à terme. Je peux pas dire ce qu'il y a sur le roadmap. Peut-être une petite question rapide sur l'univers des jeux. Évidemment, on connaît ces univers qu'on peut dire quand même univers parallèles, hein, dans les films de science-fiction, on en a un petit peu parlé déjà, et bien sûr dans les jeux, là aussi, tu en as un petit peu parlé. Tu peux nous donner un petit peu à grandes lignes les acteurs qui se sont positionnés, que ce soit en France, en Europe et même pourquoi pas dans le monde sur ce créneau. Tu as cité quand même pas mal de plateformes, mais voilà, sur la partie jeu, parce qu'on sent bien quand même que tout ça s'inspire beaucoup du jeu, même si tu nous parles de concerts, etc. Mais quand même, il y a cette notion très forte du jeu vidéo. On sait, hein, je crois que j'ai vu ça, j'ai pas le chiffre en tête, mais le marché du jeu vidéo, l'année dernière, en milliards, est plus important que le cinéma. Je crois que c'était la première fois vraiment où ça dépassait. Donc on voit bien quand même que c'est ça qui progresse, et encore une fois dans le métaverse. Alors, oui, parce que en fait, on en revient presque à la question d'origine, c'est quoi le métaverse? En fait, si tu réfléchis bien, on a parlé d'univers virtuels dans lesquels les gens peuvent parler et vivre des expériences ensemble. Si je te donne cette définition-là et que tu te mets devant Fortnite ou devant, je sais pas, n'importe quel jeu de plateforme, voilà, en fait, les gens ils font déjà ça. Voilà, donc dans un certain sens, est-ce que les jeux vidéo et sont déjà des univers du métaverse? Moi, je trouve que oui. Concrètement, je trouve que c'est le cas. Et donc, on en revient à cette idée qu'il n'y aura pas finalement un seul métaverse, quand bien même Mark Zuckerberg adorerait que tout le monde aille sur sa version. Je pense qu'il y aura plusieurs univers en parallèle. Et puis surtout, et ça devient, il y a une notion assez importante à comprendre, je pense,
c'est qu'on a d'un côté le métaverse, ça fait appel à la notion de Web3, de blockchain, de NFT et de ce qu'on appelle de DAO. Donc DAO, c'est ce qu'on appelle c'est les initiales pour Decentralized Anonymous Organization. Et les plateformes dont je t'ai parlé, qui sont Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, sont en fait des plateformes qui sont construites sur une blockchain et qui, à l'heure actuelle, appartiennent, en tout cas, Decentraland a lancé son organisation DAO. Donc ça veut dire qu'en fait, ce sont les utilisateurs qui possèdent le jeu et qui décident ensemble, en mode associatif, du développement, du rythme de développement et des orientations de développement de la plateforme. Sandbox a annoncé que ce serait d'ici la fin de l'année et Axie Infinity, il lancera sa DAO l'an prochain. À l'inverse, donc là, on parle de Web3, c'est-à-dire il n'y a plus de société privée qui possède le jeu, les utilisateurs et tous les items. À l'inverse, ce que Meta veut faire et ce que Roblox a fait, parce que Roblox, ça date de 2002, je crois. En fait, ça, ce sont des sociétés et des plateformes qui viennent de ce qu'on appelle le Web 2, qui est très centralisé, donc qui en fait appartient à une société privée. Et donc, quelque part, quand on parle de métaverse, il faut bien comprendre qu'il y a la bataille du Web 2 versus le Web 3. On souhaite, et les gens qui sont à l'origine de l'essor de toutes ces plateformes type métaverse, Sandbox, Decentraland, en fait, sont des gens qui sont pour la reprise du contrôle par les réels utilisateurs. Et ça, c'est un concept extrêmement important. Et il est illusoire ou pas. Il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais à l'heure actuelle, c'est une réalité néanmoins. Et c'est très important. Je crois savoir qu'à un moment donné, on va probablement parler de l'utilisation des données des utilisateurs, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Eh bien, voilà, c'est quand même important d'avoir cette notion de Facebook Web 2 versus d'autres plateformes qui sont Web 3 et Eh décentralisées. ben, c'est exactement ce que j'allais te dire. On va aller directement sur cette question. Effectivement, la question des données se pose vraiment clairement. Comment on va garantir? On a un beau règlement européen, RGPD, dont on entend beaucoup parler, hein, qui en gros travaille autour du respect des données personnelles ou en tout cas la communication aux utilisateurs de l'utilisation qu'on fait de leurs données. On peut aussi parler du fait que, mais tu as commencé à y répondre, c'est ça qui est très intéressant. À grands traits, on peut se dire qu'en tout cas avec Meta, il y a une sorte de privatisation de nos modes de vie, hein. Donc en gros, si je suis capable de rester en vase clos, me faire livrer mes choses sans plus bouger du tout, bah, en fait voilà. Mais ce que tu viens de dire est très intéressant parce qu'effectivement avec ces histoires de blockchain, etc., et de décentralisation finalement, et que ça soit plus possédé par un seul acteur, ça fait du sens. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment tu vois ce monde-là et cette notion aussi des données, bien sûr? Alors, en fait, moi, j'ai une vision, j'essaye de prendre du recul sur toutes ces choses-là. Ça fait 23 ans que je travaille dans le digital. Et durant ces 23 années, on a vu passer un certain nombre de rapports en disant Internet, ça va tuer la réalité, la vraie vie. On n'enverra plus de courrier par la poste. Sauf qu'on continue à en envoyer. Peut-être moins, mais enfin, on continue à en envoyer. De la même manière qu'on nous dit les robots vont tuer tous les emplois. Bah non, ils vont pas tuer tous les emplois. Il y a d'autres emplois qui vont se mettre à côté. Et est-ce que la réalité virtuelle, les mondes virtuels vont tuer la vie réelle? Non, pas plus que. Bon, regarde, prenons un exemple tout simple de ces 2 dernières années. La crise du Covid nous a forcé à rester chez nous, à être un peu plus dans le monde virtuel. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, et donc ça a permis l'essor du e-commerce et d'autres activités. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent qu'une seule chose, c'est retrouver les gens en réel. Donc demain, je pense que ces mondes virtuels, quelque part, ils vont exister de la même manière que les jeux vidéo se sont développés et c'est des mondes virtuels dans lesquels on peut retrouver des copains. Je vais te dire une chose, très honnêtement, ça me fait penser à une anecdote d'un ami qui jouait énormément aux jeux vidéo et on était en 2007 à peu près. Il s'était fait des copains sur cette plateforme qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie. Et malheureusement, un des gars a eu un accident et
Et l'ensemble des copains se sont rendus à son enterrement. Il y a des liens très forts qui se créent sur ces plateformes-là, et ce sera la même chose dans finalement les métaverses, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir une vie réelle. On aura peut-être deux choses. On va avoir des gens, et puis une population peut-être plus jeune aujourd'hui qui est plus enclin à aller là-dessus et à s'acheter des attirails, des équipements, des habillages, des coiffures, des maquillages, des chaussures. Nike a racheté Artefact Studio qui crée des super chaussures, des gens qui créent des avatars, etc. Il y a toute une population qui adore ça. D'ailleurs, tu as un rapport de JP Morgan qui est sorti à la fin de l'année dernière qui disait aujourd'hui, les utilisateurs de jeux vidéo, ce qu'ils adorent le plus, c'est la possibilité de customiser leur apparence. C'est ça qu'ils attendent le plus. Donc, on va avoir ça d'un côté, ça ne nous empêchera pas de vouloir être beau et dans la vie réelle et d'aller manger au resto. Évidemment, on est dans le podcast Média de Values et il faut qu'on s'intéresse un petit peu aux marques. Effectivement, tu parles de cette customisation dans le monde virtuel, mais là, c'est un changement de doctrine complet parce que aujourd'hui, on fait de la pub digitale pour aller acheter des choses dans le monde réel. C'est-à-dire, oui, on est tous soumis via nos téléphones, via nos ordinateurs, à de la pub digitale, mais le but, enfin le but, oui, des annonceurs, c'est quand même de pouvoir aller acheter des produits ou en tout cas consommer des services dans le monde réel. Là, si je vends des produits dans le monde digital pour le monde digital, là, ça commence à être un... Je me fais l'avocat du diable, ou plutôt le diable, en fait, finalement, on commence à voir un peu la limite de tout ça, non? Le fait de pouvoir acheter des items virtuels, ça n'est pas lié avec le métavers. Ça existe déjà dans des jeux vidéo depuis un certain moment. J'ai envie de dire, c'est pas le métavers qui a inventé cette capacité-là. Oui, j'ai un doute sur le fait qu'on aille inverser, c'est-à-dire faire de la pub dans la vie physique réelle pour pour un produit qu'on pourrait acheter dans le virtuel. Encore que, pourquoi pas? On ne sait pas. Je veux dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais bon, quand le mobile est arrivé, on a décidé de faire de la pub sur le mobile pour acheter Attends, il y a 20 ans de ça, on vendait des sonneries, des téléchargements de logos et sonneries sur les téléphones mobiles, etc. C'est un petit peu la même chose. Si tu vois, si encore toujours dans cette logique de prendre du recul, d'expérimenter aussi. Est-ce que l'arrivée d'un métavers et le fait qu'on en parle, c'est la fin de la vie réelle? Certainement pas. Est-ce que c'est une nouvelle vie? Oui. Enfin, une nouvelle vie ou une tranche de vie. Tu vois, je crois Gartner a publié un rapport, je crois cette semaine ou la semaine dernière, qui annonçait que d'ici 2024, il y aurait 30% de la population qui passerait une heure de sa vie chaque jour dans un métaverse. Certains disent non mais j'y crois pas, c'est n'importe quoi. D'autres vont dire bah écoute pourquoi pas finalement si on prend en compte tous les utilisateurs qui existent déjà et puis le fait que ça regroupe énormément d'expériences. Encore une fois dans ces métaverses on peut y faire énormément de choses. On peut faire du sport, on peut aller voir des films, on peut assister à des concerts, on peut chatter, on peut danser, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire des quêtes, on peut construire, on peut il va y avoir dans Decentraland, il va y avoir des défilés de mode qui vont être organisés. Dans Fortnite, tu as eu des concerts déjà organisés. Bon, bref, voilà, pourquoi pas d'ici 2024, on y passera quelques temps. De la même manière que, est-ce qu'on pensait que avant le Covid, on disait que finalement, on pensait pas passer autant de temps devant la télé à regarder des séries. Et au final, on y passait des heures et des heures et des heures. Bon, les choses font que ça change. Est-ce que ça deviendra 100% virtuel? Certainement pas, et moi je l'appelle pas de mes voeux. Mais en l'occurrence, oui, d'un point de vue des marques, c'est un nouveau paradigme. Je dirais pas que c'est une nouvelle doctrine, mais plutôt un nouveau paradigme, une nouvelle ou paradigme, peut-être pas, mais à titre personnel, je le vois finalement comme une nouvelle plateforme. De la même manière que le mobile est arrivé, c'était une nouvelle manière, avec des nouvelles manières de faire de la communication sur les mobiles, et avec des nouvelles applications, les réseaux sociaux quand ils sont arrivés, et les réseaux sociaux sur mobile, une nouvelle manière de faire. TikTok est arrivé, c'est encore une nouvelle manière de faire, et donc il faut tout simplement considérer que les métaverses sont des environnements dans lesquels tu as différentes manières en tant que marque de t'exprimer. Tu peux très bien reproduire ce que tu fais dans la vie réelle, enfin dans la vie actuelle qu'on connaît déjà, c'est-à-dire faire de la pub display, faire de la pub vidéo sur des murs, etc. Mais tu peux également, si tu veux, envisager de créer des expériences de marque. Et là, ces derniers mois, on parle beaucoup plus de ces expériences de marque
que finalement de la pub display ou vidéo qui serait un peu partout. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de volume, la présence des marques, ou de dépenses, de chiffre d'affaires, dans les deux sens, de dépenses en publicité et peut-être de chiffre d'affaires généré directement sur les métaverses? Non, on dépense en publicité. J'ai pas encore réussi à trouver Après, tout va dépendre encore une fois, de ce qu'englobe la définition de métaverse. En France, tu as une société qui s'appelle Voodoo, qui est connue pour faire de la publicité dans les jeux vidéo, dans les jeux mobiles, et qui a annoncé au mois de décembre, développer aller vers le développement d'activités sur les jeux blockchain, etc. Donc on pourrait dire, alors à ce moment-là, est-ce qu'on prend leur chiffre d'affaires et on considère que c'est un chiffre d'affaires publicitaire dans le métaverse? Ça va dépendre des gens. Peut-être qu'ils auront envie de le dire très vite pour leur compte rendu financier, j'en sais rien. Mais dans la réalité, est-ce que c'est le cas? Après, il n'y a pas d'études IAB ou autres qui nous disent, voilà, il y a eu tant de pubs vidéo diffusées par Anzu.io, Admix, Gatsby ou d'autres dans ces environnements-là. Je suis désolé, il n'y a pas d'études, j'aimerais en avoir, mais je pense pas que ce soit là qu'il y ait le plus d'investissement en fait. Ce que je trouve le plus intéressant dans le métaverse, encore une fois, et ce qui s'est pas mal développé ces derniers mois, c'est l'achat par des marques d'emplacements sur des plateformes type The Sandbox ou Decentraland. Et là, il y a des données mondiales. Je ne pense pas que les plateformes donnent les chiffres une à une précisément parce que c'est totalement nouveau, donc c'est encore très conservateur. Mais on sait que l'an dernier, on a été. Alors, tu as eu, je crois, plus de 106 millions de dollars investis sur l'ensemble des métaverses pour acheter des parcelles. Et puis, alors, le dernier en date, donc, un des derniers en date, en tout cas en France, dont on a parlé, c'était Carrefour, qui a acheté une parcelle je crois, qui représente 36 hectares pour 300 000 euros. Et tu as eu toutes sortes voilà, derrière, tu as eu Leader Price qui a également acheté une parcelle. Tu as des marques comme AXA et il y en a d'autres. Et en fait, moi là-dessus, j'ai deux visions. Enfin, j'ai une vision plutôt différente de ce que j'ai pu entendre. Parce que 300 000 euros, 36 hectares, c'est l'équivalent de 30 supermarchés. Ok. Si tu considères que Sandbox, il y a 500 000 utilisateurs, ça te fait un coût contact à 60 centimes de dollars. Donc, je suis désolé, mais je connais pas beaucoup de plateformes qui permettent de faire un coût contact aussi peu cher à l'heure actuelle. Mais aussi, si on compare avec la vie réelle, tu vois, il y a des gens qui disent ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va aller faire dans un métaverse, qu'est-ce qu'ils vont faire, Bon, déjà d'une, moi je ne le sais pas, j'ai essayé de le trouver, j'ai pas trouvé, mais comme la nouvelle saison de The Sandbox commence jeudi, j'imagine que jeudi, et j'espère découvrir jeudi ce que Carrefour et d'ailleurs Leader Price vont déployer. Mais si on considère que à 300 000 euros, imaginons que tu développes un environnement expérientiel. Tu vas avoir 500 000 utilisateurs du monde entier qui pourront y accéder 24 sur 24, 7 jours sur 7. À l'inverse, tu dis, mais si je faisais ça dans la vie réelle, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Prenons un exemple, à Paris, 300 000 euros, tu peux acheter un appartement de 24 mètres carrés. Bon, tu peux pas faire venir 500 000 personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une expérience de dingue. Donc, dans un certain sens, moi, je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils font. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Carrefour avait été très innovant avec la blockchain en 2017 en faisant le traçage des poulets bio. Et il continue dans cette veine-là. Et puis, bah, voilà, demain, qui sait, peut-être ce terrain-là vaudra pas 300 000 dollars, mais 3 millions et peut-être plus, puisque le nombre de terrains étant limité, voilà, je trouve que moi je le trouve, en tout cas à titre personnel, que c'est très intéressant. Et si on prend l'exemple de comment ça s'appelle Leader Price, là aussi Leader Price, bon bah ils ont toute une mécanique qui a été pensée. C'est pas juste une présence pour une présence, c'est une présence dans laquelle tu vas avoir déjà je pense pas que la cible ce soit les clients actuels de Leader Price, mais ce serait plutôt leurs enfants et les plus jeunes. Ils vont proposer un jeu avec une quête, donc ils font de la gamification. Les joueurs vont gagner des points. Avec ces points, ils vont avoir potentiellement des réductions dans la vie réelle.
dans les magasins réels. Et en plus, ça va abonder la base de clients de Leader Price. C'est un outil marketing comme un autre. C'est une nouvelle plateforme et toutes les marques qui se lancent là-dedans, au-delà du côté hype, au-delà du côté RP, je ne pense pas qu'elles se lancent à court terme, elles se lancent à long terme et elles imaginent des mécaniques de marketing. Et le NFT, c'est la même chose. Le NFT, si tu mets de côté, moi je déteste ces NFT dont on parle aujourd'hui, qui sont les profile picture page, les Bored Ape Yacht Club, les singes qui font la gueule, etc. Je pense que ça ne porte pas grand-chose. NFT, en gros, hein, c'est des objets virtuels uniques. Le NFT, donc c'est les initiales en anglais pour non-fungible token, donc des tokens, des jetons non fongibles. Pour te donner une petite image, si je te donne une pièce de 1 euro, tu peux me l'échanger contre une pièce de 1 euro. Ok, ça c'est fongible. Si je te donne un billet de 10 euros, que tu veux m'en donner un autre, la logique voudrait que ce ne soit pas fongible parce qu'ils ont des numéros de série qui sont inscrits et qui donc ils ne sont pas strictement identiques, alors que les pièces, elles sont totalement identiques, il n'y a pas de numéro d'identité. Donc là, un billet n'est pas fongible. Okay. Le NFT, en fait, c'est ce qu'on appelle un certificat de propriété. Donc le NFT en lui-même n'est pas l'œuvre d'art. Tu as l'œuvre d'art digitale, associé à cette œuvre d'art, tu as donc le certificat de propriété. Et c'est ce certificat de propriété que tu peux donc revendre ou échanger. Les NFT, on peut les utiliser. Donc aujourd'hui, tu as les principaux projets dont on a entendu parler, c'est donc les singes, etc., qui sont vendus à des sommes astronomiques. Bon, à la limite, pourquoi pas? S'il y a des gens qui veulent se les acheter, ils sont 10 000, c'est unique, why not? De la même manière qu'ils s'achètent une belle voiture, ils ont les moyens. Pourquoi pas? Laissons-les tranquilles, ils font leur truc, leur affaire. Mais derrière, quand tu considères un métaverse, quand tu considères par exemple une marque comme, alors je dis ça sans savoir s'ils y sont ou pas, mais imaginons Sephora décide de lancer une collection de NFT dans un univers métaverse. À ce moment, ils pourraient décider que une déclinaison de leur monde réel dans le virtuel, ce serait des apparats, de quoi se maquiller, de quoi se faire une coiffure, de quoi et que cela, ce sont des objets que tu achètes, mais que tu peux revendre. Finalement, tu peux décider que tu t'es fait une super coiffure et cette super coiffure, tu sais, il y a quelqu'un qui dit, elle est cool ta coiffure. Eh ben, je te la revends. Eh ben, je la revends au travers du NFT. Voilà, qui est le transfert de la propriété. Ça apporte donc de la liquidité. Moi, je trouve ça très intéressant. Je te donne un autre exemple du NFT. Tu as des NFT qu'on appelle des NFT de présence, des proof of attendance. Eh bien, ok, tu distribues le NFT parce que le NFT tu peux le vendre, mais tu peux aussi très bien en tant que marque décider que tu les distribues. Pourquoi forcément vouloir les vendre? Mais tu peux les distribuer. Et si tu es une marque, imaginons, tu es un club de foot, tu décides de gamifier un petit peu ta relation avec tes fans. Voilà. Tiens, à chaque fois qu'un fan va venir au stade avec son billet, je vais mettre un QR code. Ce QR code, s'il est scanné par la personne qui est physiquement là, ça lui permet de récupérer un NFT. Ce NFT, ça va être un badge, un peu à la Foursquare, un badge disant j'étais au match un tel à telle date. Ok. Et tu fais ça à chaque match. Bam, 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 bam. À la fin de la saison, tu dis, et donc dès le départ, tu l'annonces à tes fans et aux gens qui viennent au stade, tu leur dis, à la fin de la saison, on fera un petit compte de savoir qui a le plus de NFT correspondant au match. Et donc là, comme ils sont uniques, les NFT, comme ils sont la propriété, et tu dis, bah voilà, ceux qui seront dans les plus fidèles, dont on pourra prouver qu'ils étaient fidèles parce qu'ils avaient des NFT, eh bien, on va leur permettre d'accéder à une expérience VIP. Bam, imagine, tu pourras rencontrer, je sais pas, Neymar pendant 1 heure. Eh ben, les gros fans, ils vont dire, ben, c'est génial, j'adore. Eh ben, tu peux imaginer ça pour le sport. Tu peux imaginer ça dans le vin. Ils le font dans le vin, expérience unique au travers du NFT, etc. Et tu peux l'imaginer dans le monde des salons professionnels également. Enfin, il y a toute une mécanique à imaginer, penser. Alors, on est un peu sorti des métaverses là, mais en tout cas, les NFT dans le métaverse, ça peut très bien être la même chose. Et puis, ce sont juste des items que tu décides d'acheter et de vendre.
Voilà. Sébastien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était vraiment très passionnant. Il y aura certainement d'autres épisodes à faire sur les métaverses. J'ai envie de dire les métaverses en fait, parce que je trouve que ce qui ressort de ce qu'on s'est dit et ce que tu nous as raconté, c'est qu'en réalité, il y en a plusieurs. On vous a parlé de réalité virtuelle, de réalité augmentée. On vous a parlé tout simplement de monde virtuel, de jeux bien sûr. On vous a parlé des différentes plateformes, Sandbox, Decentraland. Voilà, allez voir tout ça. On a même parlé de Foursquare à la fin. Et ça, il faut vraiment le faire. Bref, on enfile son casque, on enclenche son pare-feu personnel et on se rejoint dans les métaverses. Merci beaucoup Sébastien. Merci Jérôme, à bientôt. À très bientôt. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. Envoyez-nous vos suggestions, notez le podcast sur votre application de podcast préférée. Ciao.